partout la reconstruction est à l'ordre du jour, le peuple anglais se prépare à signer la plus grande ingratitude de son histoire, la défaite de Churchill aux prochaines élections. Pour analyser les actualités britanniques, puis celles que les Américains ont projetées en Allemagne occupée, nous sommes avec James Steele, professeur à Glasgow, spécialiste de l'étude des phénomènes de société, à qui je demande comment il peut expliquer, lui qui est britannique, cette grande ingratitude des Anglais à l'endroit de Churchill. Quand on parle d'ingratitude, on parle d'un phénomène qui joue dans les deux sens. C'est-à-dire que les Britanniques avaient autant de raisons d'être reconnaissants envers Churchill que Churchill envers le peuple britannique. Mais je crois que Churchill avait raison lorsqu'il a dit à son médecin en juin 1945 qu'il redoutait cette élection, car désormais, il n'avait plus de message à donner à son peuple. Et je crois qu'il disait tout. Le guerrier avait fait son temps. Les Britanniques s'attendaient à autre chose. Mais je crois qu'il convient de souligner immédiatement que l'on a beaucoup plus voté contre le Parti conservateur que contre Churchill. Eh bien, on va voir les actualités britanniques, qui ne parlent que d'un aspect des élections, puisqu'on est en train de les préparer. Et ensuite, nous verrons ces actualités que les Allemands ont vues et qui émanent des autorités américaines d'occupation. Here is the world's news in pictures, and this is Cathay Gazette screening it. At last, those long-awaited first pictures from Berlin. The Brandenburg Gate near the Tiergarten is the heart of the city. Victorious Russian troops walk through the rubble where the Nazis made their last stand. Berlin unfolds beneath the camera of a reconnaissance aircraft as the Reich capital falls to the Russians. Not enough buildings were left to house Russian generals and their staffs. Burning buildings in the Wilhelmstrasse and Unter den Linden make a funeral pyre for the city which Hitler once boasted would never capitulate. Unter den Linden, where the goose step used to swagger, is now ground into the dust. German government buildings, the Reichstag, Hitler's palace, the Reich Chancellery have been battered into ruin by Russian field guns and RAF bombers. The Adlon houses Red Army men, and the Wilhelmstrasse is a street of empty husks of buildings. A hammer and sickle flies over the Borsig Palace. Men from the Great Steppes, from Stalingrad and Siberia, have come a long way. This was Ivan's VE Day. Russian troops march past in ceremonial style at Berlin's Tempelhof airfield. Germany has been taken over, lock, stock and barrel, by the Allies. And Field Marshal Montgomery takes his first salute in Berlin as Britain's representative on the Big Four Control Commission for Germany. The first meeting of the Big Four was held in a Berlin suburb at the headquarters of the Russian Commander-in-Chief, Marshal Zhukov. General Eisenhower and Field Marshal Montgomery set the seal on their military achievements. Stripped of Austria and Sudetenland, Germany goes back to 1937 to find Lebensraum within her own frontiers. On Monty's right is Sir William Strang, his political advisor. After him, Marshal Zhukov, victor in the Battle of Berlin, signs for Russia, and General Eisenhower for the United States. France's representative is General de Lattre de Tassigny. The Third Reich is dead and buried. The Big Four have taken over control of Germany's destiny. The
cruiser Jamaica sailed into St. Helier Harbour, Jersey, carrying the King and Queen on their first visit to the Channel Islands since the Germans were thrown out. It was 24 years since the last royal visit, when King George V and Queen Mary visited the island. Welcoming their majesties were the bailiff of Jersey and officials of the island. Voilà une image surprenante et très trompeuse. Parce qu'en effet, on pourrait croire que, vu la liesse populaire, que le peuple de Jersey était très uni. Et en fait, l'équivalent français de ce genre d'actualité, ce serait De Gaulle serrant la main à des collaborateurs notoires. Parce qu'en effet, le conseil municipal de Jersey a coopéré, pour utiliser l'euphémisme britannique, on dirait collaborer, avec les autorités occupantes. Et en fait, ce qui s'est passé à Jersey, c'est qu'il y avait eu beaucoup de remous, qu'il y a eu certains résistants, que la population a été divisée et qu'en fait, on a redouté, immédiatement après la libération, en fait, l'île a été remise aux Britanniques, on a redouté des troubles jusqu'au point d'une grève générale et il a été recommandé au gouvernement britannique de maintenir des troupes pour maintenir l'ordre. Oui, et de fait, sur ce problème, les Anglais viennent de lever un voile parce que pendant longtemps, c'était resté top secret, tabou, ce comportement des Britanniques face à l'occupant allemand, dont on a pu juger qu'il s'était conduit un peu comme, disons, pas mal de Français sous l'occupation, pour rester raisonnable. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Vichy-sur-Manche, et qui parle des îles anglo-normandes sous l'occupation, et qui montre que, bon, disons que Britanniques et Français, dans des situations similaires, ont eu des comportements un peu semblables. Tout à fait, d'autant plus qu'il y a une anecdote assez amusante, c'est que le commandant de l'île, donc le commandant allemand, a interdit les bals du samedi soir en 1943 à cause d'une épidémie de syphilis qui faisait des ravages dans la population et dans l'armée allemande. Oui, c'est tout dire pour ne pas parler des dénonciations de ceux qui donnaient aux autorités allemandes le nom des patriotes anglais qui mettaient des petits V sur les vélos des Allemands pour les narguer. Oui, d'ailleurs, campagne des V qui a été condamnée justement par le maire de Jersey. Voilà, qu'on félicite néanmoins. Exactement. La boucle est bouclée. Channel Islanders turned out in force to celebrate their long-delayed liberation. There were not enough Union Jacks for everybody to wave, so those who had one already made the most of it. At Government House, the King and Queen met the deputies of the State Assembly, Jersey's ancient parliament. The King said, "After your long sufferings, I hope the island will soon regain its former glory." A 15 minutes flight in a Silver Dakota of RAF Transport Command carried their majesties on to Guernsey. Candy Gardens, Guernsey's main park, was visited at the end of the tour of the island. 3 little girls representing the islands of Guernsey, Alderney and Sark gave the Queen bouquets tied with ribbons of their island's colours. Address was handed to the King by Mrs. Hathaway, the indomitable Dame of Sark. Said the islanders, "We welcome your majesties within this small but ancient appanage of the Crown of England, so recently freed from the hands of your majesty's enemies." Royal Sovereign and 4 submarines are part of the powerful British naval force lease lent to the Red Fleet. Admiral Ford took part in the ceremony, which actually was held at Rosyth 12 months ago. Security reasons clamped down on the pictures until now. Admiral Purvis, Deputy First Sea Lord, formally handed the ship over. I have much pleasure in formally handing over to the Navy of the USSR this ship and the 4 submarines alongside.
The Soviet ambassador and Russian naval officers received the ship on behalf of Marshal Stalin. Then British crews took leave of their ships. Call down the British ensign. General salute. Present. Out. In their year of service with the Russians, the destroyer Churchill and submarine Sunfish have been lost. The flag has changed. The names and the honor are the same. We all believe in the Christian principle of thou shalt love thy neighbor as thyself. But the system under which we have to live is not only immoral, it just will not work. Common ownership is necessary because fellowship is impossible in the daily working lives of men and women, while the industrial life of the community is directed from the top in the interest of profit. Big business holds the whip hand politically until the people have declared for common ownership as a whole. Imperialism and power politics must go. Those subject peoples who are ready for it must be granted independence immediately, and the remainder must be educated for self-government with the utmost speed. The squabbling nations of Europe must be united under a European federal government. By this means alone is peace likely to be preserved. Commonwealth says that together we can build a new world on new principles, but only if the people are prepared to work for that world. If you wish to return to unemployment queues, want and misery, and the country increasingly run by ever-growing big business, vote Tory. That way lies fascism and war. If you are prepared to work for a new world run on principles of fellowship, vote Commonwealth. Or where no Commonwealth candidate is standing, for another socialist candidate. Germany is beaten, and the war in Europe is over. Praise be to our gallant soldiers, sailors, and airmen, and to all the men and women in the merchant navy, in civil defense, in field and factory, in mines and offices, who, under Providence, have won the victory. Britons never shall be slaves. It was to make Britons free that the Liberal Party came into being, and freedom is what it lives for and fights for still. Liberals won for Britain the right to vote, and to vote in secret so as to be free from intimidation. Liberals gave us free education, national health and unemployment insurance, old age pensions, and many other great reforms that we now take for granted. We Liberals of today invite you to travel with us again along the high road of freedom. Our goal is a new Britain, strong, healthy, well-educated, well-housed, enjoying full employment in a free society. Our aim is peace with justice abroad and freedom with security at home. If that is what you want, for yourselves and for your children, come with us straight forward along the liberal way. Donc là, nous avons vu deux politiciens, l'un qui est le premier secrétaire du parti du Commonwealth, qui aura d'ailleurs une campagne électorale désastreuse, puisqu'ils n'auront qu'un élu. Et puis l'autre, qui est beaucoup plus important, puisque c'est le ministre de l'Air, c'est Sir Archibald Sinclair, qui va d'ailleurs perdre son siège, alors c'est tout dire.
Mais pour en revenir à la campagne électorale elle-même, je crois qu'il y a aussi eu, si vous voulez, une erreur tactique de la part des conservateurs, qui ont d'ailleurs joué la personnalité de Churchill, alors que les travaillistes, qui n'avaient pas vraiment de personnalité, ont joué un programme politique. Donc ça a été la première erreur. La deuxième erreur, ça a été de tirer un parallèle entre la campagne de 1918, qui avait vu la victoire de Lloyd George, et qu'on avait appelée d'ailleurs la campagne Khaki, et 1945. De Lloyd George, c'est-à-dire de celui qui avait gagné la guerre. Exactement, exactement. Et on s'est dit, dans le camp conservateur, Churchill a gagné la guerre. Si l'élection a lieu immédiatement après la victoire en Europe, il y a de fortes chances qu'il gagne. D'ailleurs, c'est ce que croyait la presse. Seulement, la référence du passé, elle est très différente. La référence en 1918, c'était la Belle Époque. Tandis que la référence en 1945, c'est quand même les années 30, c'est-à-dire la dépression, le chômage, une politique déflationniste, une politique de compromission ou d'apaisement avec les dictateurs. Et ça, le peuple ne l'avait pas pardonné aux conservateurs. Donc forcément, ils n'allaient pas voter contre Churchill en tant que tel, mais ils allaient faire payer aux conservateurs leur politique des années 30. C'est-à-dire, au fond, le comportement ambigu de personnages comme Lord Halifax et tout à fait. quelques autres. Chamberlain, l'apaisement, une partie de la famille royale, etc. Il était certain que si Churchill avait un pédigré impeccable en ce qui concernait son antifascisme, ce n'était pas le cas des conservateurs. Oui. D'ailleurs, il y a un Allemand qui a relevé ça à cette époque. C'est Schumacher, le député socialiste, qui va être un des premiers responsables de la Nouvelle-Allemagne, si j'ose dire, et qui fait remarquer que lorsque les Anglais, les Américains, etc., ou les Français occupent l'Allemagne, ils traitent tous les Allemands comme s'ils avaient été tous nazis. Alors, je sais bien que les Allemands ont tendance, pour leur part, à vouloir se dissocier du nazisme, et comme ça, leur innocence dans les crimes apparaît plus crédible. Néanmoins, il est bien vrai qu'en Allemagne, dès 1934, il y avait eu des gens qui avaient résisté, qui avaient été mis dans des camps. Il y avait eu des socialistes, notamment, des communistes, entre autres. Et ce que dit Schumacher en 1945, c'est qu'il juge injuste la façon dont on traite ces socialistes, ces anciens communistes allemands, alors que pour collaborer avec Hitler, il y a eu justement chez les vainqueurs des gens, en France, en Angleterre et ailleurs, et que ceux-là, ils jouent maintenant les professeurs de morale. Et que ça, c'est vraiment scandaleux, parce que chez les Allemands aussi, il y a eu des agents de la liberté. Voilà. Eh bien, on va voir maintenant, si vous voulez, les actualités allemandes, ou plutôt les actualités diffusées en Allemagne, ce qui est un petit peu différent. Die oft bombardierte Stadt Bremen, einer der letzten deutschen Stützpunkte, die in die Hände der Alliierten fielen. Im Hafen wurden tausende Tonnen von Schiffsmaterial vernichtet. Die Europa überlebte die vielen Angriffe, den Brand geworfen und sank. In La Rochelle an der französischen Küste war der Schaden weniger schwer. Hier begrüßte die Bevölkerung die heimkehrenden französischen Soldaten mit überschwänglicher Freude. Kriegsgefangene werden eingebracht und Landesverräter. Weiter nördlich liegt der U-Boot-Stützpunkt Saint-Nazaire in Trümmern. Der Bahnhof zerstört und verlassen. Alliierte 6-Tonnen-Bomben durchschlugen diese Zementwerften für U-Boote. Jetzt liegen sie leer. Die Deutschen hatten Zementblöcke und Straßensperren errichtet. Sie erwiesen sich als nutzlos. Die große Festung La Rochelle ist erobert. Die deutsche Garnison gefangen. Lorient, ein anderer französischer Hafen, wieder in französischer Hand. Aber die meisten Gebäude sind zerstört. Die Reparaturwerkstätten unbrauchbar. Die Hafenanlagen vernichtet.
pourrait s'étonner de l'acharnement des Allemands à défendre ces ports jusqu'à la dernière minute, parce que la guerre était à l'évidence perdue. Mais en fait, ils avaient reçu des ordres stricts de Hitler, et c'était aussi des ordres qui tenaient compte de la stratégie, c'est-à-dire qu'il fallait absolument priver les Alliés de ces ports de la façade atlantique, car évidemment, cela ralentissait le ravitaillement des troupes alliées en Allemagne. Ça explique en partie l'acharnement des Allemands. Et puis, il y a aussi un autre fait qui peut être intéressant, c'est que ces libérateurs, qui sont la plupart des Français d'ailleurs, ils ont des uniformes américains, mais il y a aussi beaucoup d'anciens membres des FFI qui sont en guenilles. C'est une armée très disparate. Et parmi ces libérateurs, il y a un dénommé Louison Bobet. Dünkirchen liegt in Trümmern und ist immer noch mit vielen Tausenden von Minen besät. Das Rote Kreuz diente hier als Tarnung für deutsche U-Boot-Anlagen. Britische Schiffe kamen von England, um die Kanalinseln zu befreien. In der Nähe einer der Inseln, unweit eines deutschen Minenräumers, ankerte der Zerstörer Bulldog. Die deutsche Besatzung der Insel wird zu sofortiger, bedingungsloser Kapitulation aufgefordert. Binnen weniger Minuten wird sie von dem deutschen Generalmajor Rheine angenommen und unterzeichnet. Die deutsche Fahne wird entfernt. An ihrer Stelle wird die britische Flagge aufgezogen. Nach fast 5-jähriger Besetzung sind die Kanalinseln wieder frei. Sie waren das einzige britische Gebiet, das je von den Deutschen besetzt war. Die Kanalinseln waren von den Deutschen stark befestigt worden. Große Mengen von Material werden übergeben. Munitionslager, Gewehre, Waffen jeder Art. Generalmajor Rheine verlässt zum letzten Mal sein Hauptquartier. Er und Vizeadmiral Hofmeier, der deutsche Oberbefehlshaber, wandern in englische Kriegsgefangenschaft. Die befreite Bevölkerung jubelt. Mr. Churchill gab den Gefühlen des gesamten britischen Volkes Ausdruck, als er sagte, unsere geliebten Kanalinseln sind endlich wieder frei. Deutschland besiegt. Militärregierung. Die Aufgaben der alliierten Militärverwaltung werden in jeder deutschen Stadt systematisch durchgeführt. Wie zum Beispiel in Wingeshausen. Die Bevölkerung erwartet ihre Instruktionen. Die Papiere aller Zivilpersonen werden gründlich geprüft, um festzustellen, ob es sich wirklich in jedem Falle um Zivilisten handelt. Alle Waffen, Munition, Uniformen und Fotoapparate müssen abgeliefert werden. Zu diesem Zwecke werden Hausdurchsuchungen vorgenommen. Und nicht nur die Häuser werden durchsucht. Diese Waffen werden in Deutschland nie mehr verwendet werden. Inzwischen wird in den Straßen die Sperrstunde verkündet. Die Stunde, die sich jeder Mann, jede Frau, jedes Kind genau merken muss und nie vergessen darf. Denn die Nichtbefolgung der Sperrstunde würde ernste Folgen nach sich ziehen. Diese Druckerei steht jetzt, wie die gesamte nationale und lokale Presse in Deutschland, unter der Kontrolle der alliierten Militärregierung. Zum ersten Mal seit Kriegsende gibt es wieder Zeitungen.
meisten Leute warten begierig auf Nachrichten. Sie erwarten genaue Berichte über die Lebensmittelversorgung, über Arbeitsmöglichkeiten, Vorkommnisse in ihrer Stadt und in den übrigen Teilen des zerstörten Landes. Berichte für den Deutschen von heute. Berichte für den Deutschen von morgen. Treibstoff, eine der ersten Voraussetzungen des mechanisierten Krieges. Die britische Regierung gibt jetzt zum ersten Mal öffentlich bekannt, wie die für die Kriegführung benötigten riesigen Mengen Treibstoffs an die Front befördert wurden. In Südostengland befanden sich die verborgenen und getarnten Pumpstationen, von denen der Treibstoff über den Kanal geleitet wurde. Die Pumpen waren in Häusern untergebracht, die zu harmlos aussahen, um den Verdacht feindlicher Flieger zu erregen. Für die Rohrleitungen unter dem Kanal waren Bleikabel verwendet worden. Diese Bleikabel waren außen mit Teer bestrichen, um sie gegen die Einflüsse des Meeres zu schützen. Ihr Durchmesser betrug 7,5 Zentimeter. Nie zuvor hat es etwas derartiges gegeben. Bald nach der alliierten Landung in Frankreich wurde die Rohrleitung von der Insel White bis zur Landungsstelle in der Normandie gelegt. Monate vorher war mit Erfolg eine Rohrleitung versuchsweise über den Bristol-Kanal gelegt worden. Aber diesmal war es ernst. In wenigen Stunden wurde das Ende des ersten Kabels in Frankreich an den Strand gezogen. Inzwischen war eine Rohrleitung aus Stahl vorbereitet worden, da manche Fachleute glaubten, dass Kabel aus biegsamem und hochgradigem Stahl den Meeresströmungen und dem unregelmäßigen Meeresgrund besser widerstehen würden als Bleikabel. Hier sieht man die große Elastizität der Stahlkabel. Versuche hatten ergeben, dass die Stahlkabel auf Rollen von 10 Meter Durchmesser gewunden werden können. Diese riesigen Kabelrollen wurden über den Kanal gezogen und auf diese Weise wurde die Rohrleitung gelegt. Später wurden neue Rohrleitungen nach Boulogne und Calais gelegt, die nach dem blitzartigen britischen Vorstoß an der linken Flanke bis zur Frontlinie verlängert wurden. So wurden von den englischen Pumpstationen der Front am Niederrhein die Millionen Hektoliter Treibstoff zugeführt, die täglich benötigt wurden. So oft eine neue Rohrleitung gelegt war, setzten Ingenieure die Pumpmaschinen in Gang und der Treibstoff begann zu fließen. So kam es, dass zu einer Zeit, da Deutschland an empfindlichem Treibstoffmangel litt, die britischen und amerikanischen Armeen Treibstoff in Hülle und Fülle besaßen. Und das war vom Tage der Landung in Frankreich an einer der Gründe für das unvermeidliche Endresultat: Deutschlands bedingungslose Kapitulation. Rothenburg ob der Tauber. Etwa 60% der Stadt sind unbeschädigt. Die alten Befestigungen stehen noch. Amerikanische Soldaten benutzen ihre Freizeit zu Spaziergängen in der mittelalterlichen Stadt. Ein Soldat der amerikanischen 7. Armee betrachtet die Auslagen eines Kunstladens.
Hier sind Radierungen der berühmten Stadtmauern, der gotischen Kirchen und der rot gekachelten Häuser von Rothenburg ausgestellt. Das Rathaus, ein Wunder der Architektur, ist viele Jahrhunderte alt. Voilà une image que je trouve particulièrement intéressante, car il me semble que c'est ce qui se passe dans les coulisses qui est vraiment important à ce moment-là, c'est-à-dire mai-juin 1945. On a toujours utilisé le cliché, la bonne Allemagne, la mauvaise Allemagne, mais ici, au lieu d'avoir un clivage qui est un clivage intellectuel ou idéologique, c'est un clivage économique. Si on regarde la structure de ces nouvelles, de ces actualités, pardon, on verra que la première image est l'image de la mauvaise Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne industrielle, l'Allemagne nazie qui sème la mort et la désolation. Et là, on a une image de la bonne Allemagne, qui est l'image de l'Allemagne médiévale, rurale et paisible. Et alors, ironie suprême, c'est que l'Allemagne médiévale a duré en effet 1000 ans, alors que le Troisième Reich n'a guère duré que 12 ans. Oui. Et si les Américains insistent là-dessus, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que cette ville a été détruite, comme on le dit, mais que beaucoup de vieilles villes allemandes ont été détruites pendant cette guerre, par l'aviation alliée, bien sûr. Et ça doit faire plaisir aux Allemands de voir les quelques rares cités médiévales qui ont survécu, je dirais pas intégralement, mais pas mal. D'autre part, les images de ce petit documentaire-là nous montrent des Allemands, disons, de bourgades moyennes, paisibles, gentils, super civilisés et tout. Et les Américains qui occupent cette région, qui n'ont pas été occupés, eux, aux États-Unis, qui n'ont pas été bombardés non plus, comme les Anglais à Coventry, les Américains, ils disent, mais ces Allemands, ils sont vraiment... ils sont gentils comme tout. D'ailleurs, on dit qu'ils étaient nazis, mais nazis, pas nazis, tout ça, c'est la même chose. Et le général Patton lui-même dit qu'après tout, entre les nazis et les autres Allemands, ou les non-nazis, il n'y a pas plus de différence qu'entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. Il s'est fait virer, parce que vraiment, il ne comprenait pas bien la situation en Allemagne. Mais cette manière qu'ont les Américains d'analyser la situation allemande est très intéressante, parce qu'elle explique bien des désaccords qu'il y aura avec les Russes, avec les Français et avec les Britanniques. Tout à fait. D'ailleurs, Patton n'est pas le seul, parce que Bradley lui-même, dans ses mémoires, reconnaît qu'il y avait une certaine candeur au niveau de la politique. Et il y a aussi autre chose qui a vraiment frappé les Américains, mais dans un sens positif, c'était la docilité du peuple allemand. Parce qu'ils se sont comportés, ils ont obéi aux ordres, et en fait ont tout fait pour plaire aux Américains. Là, on a la preuve par neuf de ce qu'un film célèbre va bientôt montrer, Le Troisième Homme, que les Américains ne comprennent rien du tout à ce qui se passe en Europe occupée. Das Rathaus, wie es jetzt aussieht. Der rückwärtige Teil des Gebäudes ist beschädigt, aber die Fassade ist unberührt. Das ist Plonlein, wie es war. Plonlein von heute. Das einzig Neue in der alten Szenerie ist ein amerikanisches Jeep. Der weiße Turm, einst ein vielbesuchtes Wahrzeichen. Er steht nicht mehr. Das Markusturmtor. Es hat gleichfalls viele Jahrhunderte gesehen. Es ist unbeschädigt. Und hier nimmt das Leben seinen gewohnten Lauf. Der Soldat wandert weiter. Amerikanische Uniformen sind jetzt eine alltägliche Erscheinung in den Straßen von Rothenburg. Das Koboldzeller Tor wurde durch einen Nahtreffer beschädigt, beherrscht aber nach wie vor einen der Zugänge zur Stadt. Blick von einem steinernen Wachturm auf einen Teil der berühmten alten Stadt. Das ist Rothenburg ob der Tauber von heute. Amerikanische Truppen überrennen starke japanische Stellungen in ihrem Vormarsch auf der Insel Okinawa, der Schlüsselstellung auf dem Wege nach Japan. Es wird bitter gekämpft.
Neugeborene von Okinawa kommen in die Frontlinie der amerikanischen 10. Armee. Sie werden von der Militärverwaltung Nahrung und Unterkunft erhalten. Verwundete Soldaten genießen die Vorteile der modernen medizinischen Errungenschaften. Sanitätsflugzeuge bringen sie zu Stützpunkten auf fernen Inseln. Japaner werden aus ihren Höhenverteidigungsstellungen vertrieben. Einer von ihnen kriecht ins Freie. Andere ergeben sich, während der erbitterte Kampf um Okinawa weitergeht. Unweit Okinawa wütet eine Seeschlacht. Japanische Flugzeuge unternehmen einen schweren Angriff auf einen amerikanischen Flottenverband. Ein feindliches Flugzeug nähert sich, um Bomben abzuwerfen. Nahe seinem Ziel wird der Japaner abgeschossen. Amerikanische Flugzeuge kehren vom Luftkampf zu ihren Trägerschiffen zurück. Ein beschädigter Jäger landet auf dem Meer. Er wird später von einem Zerstörer in Sicherheit gebracht. Die Verluste sind schwer, aber der Kampf hat sich gelohnt. 245 japanische Flugzeuge wurden bei diesem einen Angriff abgeschossen. Insgesamt 2500 in einem Monat. Voilà un épisode important dans la guerre du Pacifique, car il va avoir des retombées, disons, sinistres sur le Japon. En effet, les Japonais se sont battus furieusement et ont défendu Okinawa, pied à pied. En fait, on dit que les Américains ont fait une avancée de 130 mètres par jour, puisqu'ils ont mis 3 mois, en fait, à conquérir cette île. Dans le raisonnement des Japonais, c'était très simple, c'était de forcer un petit peu les Américains à leur donner des conditions de reddition plus acceptables qu'une reddition inconditionnelle. En fait, cela va convaincre les Américains que s'ils veulent gagner la guerre contre le Japon en évitant d'avoir des pertes humaines excessives, il va leur falloir utiliser la bombe atomique si la bombe atomique était disponible. Et c'est à la suite d'Okinawa que l'on fera tout pour mettre au point la bombe atomique et que l'on décidera de l'utiliser contre Hiroshima et Nagasaki. Der 1. Mai ist ein traditioneller Feiertag in der Sowjetunion. In diesem Jahr wird der 1. Mai auch in den alliierten Sammelstellen für russische Fremdarbeiter in Deutschland festlich begangen. Hier in Neustadt zum Beispiel feiern die Fremdarbeiter gemeinsam mit ihren britischen und amerikanischen Kameraden ihre wiedergewonnene Freiheit. Die Russen schenken Sträuße und ganze Kränze frischer Frühlingsblumen. Die Alliierten revanchieren sich mit Schokolade. Besonders für die Kinder ist es ein richtiger Festtag. In Kaiserslautern
Lautern marschieren die Russen in einer Parade an der Tribüne der Alliierten vorbei. Ein russischer Redner richtet eine Ansprache an seine Landsleute, in der er ihnen die Bedeutung des 1. Mai auseinandersetzt und ihnen über die Kämpfe um den Rhein und um Berlin erzählt. Dieser kleine Russe wurde in der Gefangenschaft geboren. In der ehemaligen Maximilian-Anlage in Beres nehmen der amerikanische General Twaddle und der Lagerleiter Oberst Bayard an den Festlichkeiten teil. Überall ergötzen sich die Kinder an der Militärmusik und an den Posten der Hanswürste. In Klotze feiern die Russen das Zusammentreffen ihrer eigenen und der alliierten Armeen an der Elbe. Es gab Geschenke, es gab Scherze und frohes Lachen, es gab Musik und Tanz. Il y a quelque chose qui est frappant lorsque l'on compare les deux actualités, c'est qu'on fait la part belle aux Russes. Et ça, je crois que ça s'explique simplement parce qu'à cette époque-là, il y a une tension très vive entre les Russes et les alliés occidentaux. D'une part, Staline se méfie énormément des Occidentaux. Ça a commencé avec la reddition de l'armée allemande en Italie du Nord. Il y a eu des contacts entre les Allemands, des émissaires allemands et les alliés occidentaux, avec Allen Dulles, par exemple, une fois à Berne, une fois à Zurich. Je suis convaincu personnellement que les Russes en ont été informés par l'Orchestre Rouge, mais les Alliés ont commis un léger impair, c'est qu'ils ont eu ces contacts, puis ont informé Staline après coup. Et Staline l'a très mal pris. Molotov a écrit à Roosevelt une lettre qui a été considérée par Roosevelt et Churchill comme une insulte à l'honneur des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le jour de la mort de Roosevelt, ce dernier a écrit 2 lettres, une à Churchill, une à Staline. À Churchill, il recommande de minimiser au maximum les frictions entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique. Et à Staline, il explique le comportement des alliés occidentaux en Suisse. Et il pense avoir réparé les dégâts. Malheureusement, il meurt quelques heures plus tard. Et lorsque Truman prend la suite de Roosevelt, les choses se passent plutôt mal entre Truman et Molotov, par exemple. Molotov est allé voir Truman en route pour la conférence de San Francisco. Il y a donc une tension entre les Alliés. Il y a une méfiance de Staline envers les Occidentaux. Et à cette époque, on a vu Okinawa, pour finir la guerre le plus rapidement possible contre le Japon, les Américains ont absolument besoin des Russes, car il n'est pas encore question de la bombe atomique. C'est une hypothèse. Donc il faut ménager les Russes, il faut réparer les dégâts, il faut les rassurer. Et c'est pour ça, je crois, que l'on fait la part belle. Et c'est quand même remarquable de terminer des actualités qui sont américaines, après tout, diffusées en Allemagne, enfin projetées en Allemagne, sur le portrait de Staline. Oui, il faut aussi montrer aux Allemands combien ils se faisaient des illusions sur l'éventualité de ce qu'on appellera plus tard la guerre froide, qui aura lieu, mais qui n'est pas un retournement d'alliance, comme l'avaient espéré les nazis pendant les dernières semaines. En fait, il y a d'autres sujets de friction que cette méfiance. Vous avez cité cette négociation qui, manifestement, s'est faite un peu derrière le dos des Soviétiques, puisque les Américains ont refusé on dit que ce n'était pas la peine qu'un délégué russe vienne assister à la négociation, ce qui était à la limite de la paix séparée, même si l'intention n'y était pas au départ. Mais il y a d'autres sujets de conflit. Il y a la Pologne. Mais ça, c'est la méfiance des Américains et des Anglais vis-à-vis des Russes. Et puis il y a la Grèce, dont on ne parle pas souvent, et qui pourtant, c'est l'inverse. Là, ce sont les Anglais qui abusent de la situation pour intervenir militairement, alors que le pays aurait pu devenir de gauche, d'extrême gauche, que sais-je. Il y a donc tout un contexte, et puis il y a des conflits propres à l'Allemagne,
comme tout ce qui se passe autour de l'avenir de ce pays. Tout à fait. D'ailleurs, il y a ce célèbre plan Morgenthau qui avait été mentionné pour la première fois à la deuxième conférence du Québec, c'est-à-dire en septembre 1944. Et dans un mouvement initial, Churchill l'avait tout à fait refusé en disant que c'était scandaleux, que c'était pas une solution de paix, etc. Anthony Eden avait toujours été opposé. Roosevelt était plus ou moins d'accord. Et ce plan consistait simplement à désindustrialiser l'Allemagne, à la transformer en une Allemagne rurale, d'où justement l'importance du thème de l'Allemagne médiévale dans ses actualités, puisque c'est un petit peu, si vous voulez, une mise en image de ce plan Morgenthau. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, pour finir, le plan avait été remis dans les cartons de la Maison-Blanche parce que le Foreign Office avait réussi à convaincre Churchill que c'était finalement pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne de désindustrialiser l'Allemagne. Parce que Churchill avait saisi l'occasion en se disant ça va éliminer un rival. Parce qu'une Allemagne rurale ne pourra pas rivaliser qu'une Grande-Bretagne industrielle. On avait donc remis ça dans les cartons de la Maison-Blanche. On l'a ressorti, mais alors très brièvement à Yalta. Et, alors c'est ça qui est intéressant, il va ressortir à Potsdam, et Potsdam c'est dans un mois. Et alors à ce moment-là, les Russes seront d'accord, les Américains seront d'accord, et les Anglais seront d'accord. Et on parle de désindustrialiser, en tout cas, la Sarre et la Ruhr. Oui. Et puis ça pose un autre problème, cette histoire du plan Morgenthau, de désindustrialiser l'Allemagne, c'est que les Russes se disent, oui, mais si on la désindustrialise, comment les Allemands vont-ils pouvoir payer les réparations que nous exigeons, vu toutes les restrictions qu'ils ont faites? Et c'est là qu'il y a un petit conflit entre Eden et les Soviétiques, oui. Parce que Eden leur dit, oui, mais alors, si vous voulez que la Russie reçoive des dommages de guerre, comme la France, l'Angleterre et d'autres, à ce moment-là, certes, il ne faut pas la désindustrialiser, mais il ne faut pas non plus que vous emportiez tout et que vous rafliez toutes les usines comme vous vous apprêtez à le faire. Et cette contradiction va jouer pendant un an ou deux, si bien que sur le plan des réparations, comme sur le plan de l'avenir économique de l'Allemagne, une période d'incertitude s'ouvre. Oui. Il y a eu une conséquence alors qui était imprévue, c'était à l'époque de la deuxième conférence du Québec, c'est qu'il y a eu des fuites et que la presse s'est emparée de ce plan, en a parlé, et il y a eu un tollé général, il y a eu une très forte opposition, ce qui a contribué à convaincre Roosevelt qu'il valait mieux abandonner cette idée. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Goebbels en a eu vent. Et Goebbels l'a utilisé dans sa propagande parce qu'il a réussi à convaincre les Allemands que les Alliés ne recherchaient pas seulement une victoire militaire, mais l'anéantissement de l'Allemagne et l'esclavage du peuple allemand. Et on explique partiellement la férocité, la vigueur de la défense allemande de septembre 1944 à environ janvier-février 1945. Oui, on ne détruirait pas seulement, disait-il, l'Allemagne, mais aussi le peuple allemand. Absolument. Merci James Steele pour cet éclairage sur l'opinion, à la fois en Angleterre, en Grande-Bretagne et en Allemagne. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités soviétiques et encore, parce que c'est vraiment important, des actualités américaines pour les Allemands.